D'avoir répondu à notre invitation et de me donner ainsi l'occasion d'ouvrir, et le plaisir également. Oui, dans cette salle, c'est assez caractéristique, on voit bien les corps que l'on dissèque, mais on n'entend pas. Donc, le plaisir d'ouvrir cette première journée occitane du SNEP. Alors, comme dans toute organisation de ce genre d'événement, nous avions pu craindre à un moment de faire salle vide, mais votre présence réconfortante démontre aujourd'hui que nos craintes n'étaient pas fondées. Donc, merci à tous. Merci, Monsieur le procureur général, de votre présence parmi nous. C'est un honneur que vous nous faites. Alors, cette journée a été organisée avec le soutien financier apporté par les associations, par la région, dont la présidente, Madame Carole Delga, a été retenue par d'autres obligations, et elle nous a chargé de vous transmettre ses excuses. Je la remercie en priorité pour l'aide importante que la Commission a bien voulu nous attribuer. Je dois dire immédiatement que ce colloque a vu le jour, s'il a vu le jour, et si nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui, eh bien, ceci n'est pas dû au hasard, ceci est dû au courage, au dévouement, à la volonté, à la ténacité de notre secrétaire général Dorothée Passerieux, qui a d'abord fait les démarches pour obtenir ce soutien, puis qui a absolument porté sur ses épaules, qui ne sont pas aussi frêles qu'elles en ont l'air, toute l'organisation de notre syndicat, si bien que notre trésorière Isabelle, je ne sais pas où tu es, Isabelle Tellier, notre vice-président, le docteur Coutenceau et sa secrétaire, et moi-même, qui joue le rôle de président, eh bien, elle nous a enlevé absolument tout le travail des mains, et nous n'avons eu qu'à l'encourager et à la soutenir. Donc, Dorothée, je ne sais pas où tu es, elle est quelque part dans l'organisation, elle s'occupe encore de l'entrée. Eh bien, Dorothée Passerieux, c'est elle qui a tout organisé, ce colloque et son œuvre, et je tenais à ce que ça se sache. Alors, le SNEP est une jeune organisation syndicale dont la particularité est de rassembler les psychologues et les psychiatres experts, puisque c'est le seul syndicat composé ainsi de ces deux catégories très proches d'experts. Historiquement, cette réunion des psychiatres et des psychologues marque tout de même un tournant dans l'organisation des syndicats. D'ailleurs, il n'y avait pas d'autres syndicats spécifiquement de psychiatres et de psychologues que le nôtre. La raison de l'organisation de ce colloque, dans lequel le temps syndical ne représentera en fin d'après-midi qu'une petite session, c'est que nous avons considéré dès la création de ce syndicat que la dimension scientifique était indissociable des revendications d'ordre catégoriel ou professionnel qui sont plus spécifiquement propres à un syndicat, matériel aussi, nous y tenons. Mais ces revendications n'ont de sens que si elles sont portées par une réflexion scientifique, et l'objet qui nous réunit, la réalisation de l'expertise, dans ses avenues, dans son utilité, et même dans sa réalisation matérielle, ne saurait se concevoir sans cette réflexion clinique, cet appui théorique, de la même façon que le SNEP a commencé à faire bouger les lignes du statut social de l'expert. Eh bien, il compte bien apporter sa touche dans l'évolution de la place et du déroulement de l'expertise psychiatrique et psychologique. Si l'expertise, peut être assez figée depuis de nombreuses années, a besoin d'évoluer, c'est au regard des mutations sociales et des changements comportementaux des individus qu'elle doit le faire. Il s'agit de prendre donc l'air du temps, de mieux comprendre dans quel monde nous vivons, de mieux apprécier les inflexions de la psychopathologie et de la clinique.
L'ère du temps, après ce début déjà entamé du troisième millénaire, après l'ouverture de la postmodernité, marquée par la chute des grands récits, c'est la montée de l'individualisme. L'individualisme roi qui a gagné son combat contre les valeurs au détriment du lien social. C'est la mise au rencard du symbolique qui est carrément passé au stade fantomatique et le cadavre du sujet remue encore, mais on est quand même très inquiet pour ce grand malade qui s'est encore en quelque sorte suicidé dans l'ivresse de l'individu, paré de tous ses droits, l'individu qui s'étonne aujourd'hui de se sentir bien seul. Rupture des liens, alien, Bensoussan, alien. Alien à privatif, aliénation. Rupture du lien pour marquer ce souhait de discuter de cette nouvelle donne, de ses conséquences sur l'expertise. Il fallait revenir à l'étymologie tout en marquant les esprits. Les nouvelles aliénations, oui, c'est bien de la folie dont on parle, mais de la folie d'aujourd'hui en tant qu'elle est modulée, modifiée, transformée même par cette rupture du lien qui est toujours une rupture symbolique. Les psychologues et les psychiatres sont hautement concernés par ces déchirements du maillage symbolique et attentifs à la façon dont les défaillances sociales et familiales se rejouent au niveau de développement de la vie psychique des individus. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde, ce n'est pas tout à fait visible ni compréhensible pour tout le monde, tant justement la structure de la représentation résiste en quelque sorte à la représentation. Il n'est pas évident d'y voir clair. Voyez l'aliénation parentale, modèle du genre dans la question de la rupture, qu'il vaudrait mieux d'ailleurs dénommer alliance parentale, pour éviter de faire trop peur. Paul Bensoussan nous parlera de la façon dont s'organisent les résistances à sa compréhension et même à son existence. Considérez ensuite le terrorisme en Occident, cette guerre psychologique sanglante, non conventionnelle, cette privatisation de la violence collective visant les symboles. Et penchez-vous sur les auteurs, dont les statistiques montrent que 73% étaient des citoyens du pays même où a eu lieu l'attaque. 82% étaient connus des autorités avant l'attaque et 57% avaient un passé criminel. La santé mentale défaillante des terroristes est régulièrement invoquée pour justifier les attentats. Les psychologues et les psychiatres sont régulièrement convoqués. On a souligné qu'il n'existait pas de profil type. Enfin, disons qu'il n'existe pas de profil type repérable, ou bien qu'il n'existe pas encore de profil type qu'on ait repéré. Mais l'idéologie défendue par le groupe cimente, à grand renfort de symboles, le besoin de reconnaissance, d'utilité et d'unité sociale. Comment limiter sa capacité d'emprise? Comment expertiser ce passage à l'acte? Quel rôle joue le facteur idéologique et religieux? Et quelle est la place ou le rôle de la religion musulmane dans les carrières de radicalisation? Y a-t-il des causes structurelles, comme on a cru pouvoir l'affirmer, au djihadisme contemporain? Alain Penin et Roland Coutenceau, experts auprès de la Cour de cassation, Doumia Bouzard, anthropologue, très engagé dans ce combat, Odon Vallée, historien des religions et médiologue, nous apporteront chacun, dans leur domaine, leurs éclairages croisés. Les terroristes ne sont pas tous jeunes. L'âge moyen est de 27 ans. Les plus jeunes ont 15 ans, les plus âgés 52 ans, dans l'étude de Washington qui a porté sur les 51 attentats perpétrés en Occident entre 2014 et 2017. Les terroristes adolescents sont pour le moment rares, mais les pathologies des adolescents, elles, sont nombreuses, et il s'en ajoute de nouvelles. Ces nouvelles modalités de rupture symbolique et de perdition des adolescents, notamment engendrées par l'emprise des images et des réseaux, seront décryptées par notre collègue et ami, le docteur Claude Ecville. Je finis par où l'on va commencer. Il ne s'agit pas exactement d'analyser
de nouvelles pathologies aliénantes, mais de se demander s'il n'existe pas de nouvelles façons de les considérer dans le cadre de l'expertise. Les experts d'aujourd'hui agissent-ils de la même façon qu'autrefois? La doctrine, s'il en existe une, a-t-elle varié? A-t-elle évolué? Les déclarations d'irresponsabilité pénale en France sont-elles en diminution? En l'absence de preuves robustes, on se demandera quel est l'air du temps sur ce que l'on appelle l'envie du pénal, ce qui passe par l'étude des représentations sociales sur les responsabilités des personnes souffrant de malades mentaux. Caroline Guibert-Lafaille, directrice de recherche en sociologie et philosophe au CNRS, spécialisée dans les questions d'éthique appliquée et des dilemmes moraux. On connaît ça, nous, les dilemmes moraux, les conflits psychiques, nous rendra compte de son point de vue différent du nôtre, de l'importante étude sociologique qu'elle a menée à diriger sur ce thème au travers d'une enquête auprès des experts et des magistrats instructeur avec, nous lui avons demandé de surtout axer son propos sur les magistrats et leur position, puisqu'en quelque sorte la position des experts psychiatres est assez répétitive et connue. À la suite, entre pénalisation, sécurisation, psychiatrisation, le président d'Assise, Régis Quérol, témoignera de son expérience du comportement et du rôle de l'incidence de la parole, je le fais bâiller là, il m'inquiète, de la parole des experts dans le procès pénal, et il en a vu défiler quelques-uns des experts, donc il nous racontera un petit peu son expérience, son histoire, et auquel répondra Madame Iris Christol, avocat, qui exprimera avec l'aisance qu'on lui connaît, sans pour autant mâcher ses opinions, sur ce thème qui ne la laisse pas, je crois, indifférente, et je l'en remercie. Donc je les appelle tous les trois à venir me rejoindre. Je remercie chaleureusement l'ensemble des intervenants d'avoir bien voulu répondre à notre sollicitation, et je nous souhaite un très bon colloque.